Bonjour chers élèves de la terminale L, c'est Monsieur Loum, professeur d'histoire géo. Nous voici aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon du programme. Naturellement, comme nous l'avons fait depuis le début de l'année, on a démarré par les deux premières parties du programme, c'est-à-dire la première partie du programme de géographie qui porte sur l'Amérique, notamment l'espace nord-américain que nous avons terminé, ainsi que la deuxième partie qui portait sur l'Europe, que nous avons bouclé avec la leçon sur l'Allemagne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la troisième partie du programme qui porte sur l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique qui est une région géographique parmi les 5 grands espaces du programme à étudier. L'Asie-Pacifique dont nous allons démarrer par le premier chapitre qui porte sur la présentation générale. Maintenant, comme nous l'avons fait avec toutes les leçons précédentes, ou toutes les parties, les espaces géographiques, les espaces mondialisés qu'on a vus, pour chaque partie, on commence par présenter le milieu, c'est-à-dire le milieu naturel, ainsi que les populations. C'est dans cette dynamique que nous allons voir en 9e leçon les facteurs d'émergence de l'Asie-Pacifique et leurs limites. Maintenant, cette fois-ci, ce sera un peu différent. Différent dans la mesure où, pour les premières parties concernant l'Amérique du Nord ainsi que l'Europe, nous avions affaire à des ensembles, des espaces continentaux pour l'Europe et semi-continental pour l'espace nord-américain. Pour l'Asie-Pacifique maintenant, ce sera un peu différent, en ce sens que nous avons un ensemble de pays qui ont beaucoup de choses différentes autant pour moi. C'est un ensemble d'environ 15 pays situés sur la façade de l'océan Pacifique, mais qui ont des niveaux de vie et des niveaux économiques trop différents. Maintenant, pourquoi s'intéresser à l'Asie-Pacifique dans l'ensemble asiatique? Parce que c'est là où nous trouvons les pays qui ont fait des progrès économiques au point qu'on parle de miracles. Et en guise d'introduction, nous pourrons résumer une sorte d'introduction. Avant l'introduction, retenir que l'objectif général de ce cours, c'est de comprendre les facteurs d'émergence et les limites de l'Asie-Pacifique. À la fin du cours, donc, vous devez être en mesure d'expliquer quels sont les facteurs qui ont permis à l'Asie-Pacifique de regorger de pays émergents en un temps record. Exemple de la Chine, exemple du Japon, exemple des pays qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, comme la Corée du Sud, entre autres, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais aussi, quelles sont les limites qui se présentent ou bien les défis qui s'opposent à ces pays qui, certes, ont fait des progrès économiques intéressants, mais quand même restent dans des difficultés notables comparées à certains pays de l'Europe ou bien à certains pays de l'Amérique du Nord. Maintenant, l'essentiel qu'il faut retenir pour l'introduction, c'est que nous sommes dans une zone qui se situe en Asie. Pas tous les pays d'Asie, mais l'ensemble des pays d'Asie situés sur la façade de l'océan, en face de l'océan Pacifique. Une quinzaine de pays qui ont des niveaux de vie différents. Une quinzaine de pays parmi lesquels il y a 2 ou 3 qui font exception, c'est-à-dire la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le premier pays, à savoir le Japon, est un pays qui a constitué depuis longtemps ce qu'on appelle la locomotive.
des pays d'Asie-Pacifique, en ce sens que c'était le pays qui appartient à la triade, qui avait un niveau de vie élevé, qui était atomisé en 1945, c'est-à-dire réduit à néant par les États-Unis d'Amérique lors de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'est très rapidement relevé pour devenir ce qu'on appelle l'empire du milieu, ou bien un pays qui est au cœur du monde, qui a réussi des miracles au point qu'on parle de miracles asiatiques. Maintenant, comme je vous l'ai dit lors des facteurs d'émergence, qu'est-ce qui a permis à des pays comme le Japon de faire des prouesses pareilles? Mais le Japon, là, va connaître des difficultés au début du XXIe siècle, notamment au lendemain de la première décennie, ou bien après la catastrophe nucléaire qui s'est passée à Fukushima en 2011. Le pays va connaître des difficultés après celle de 1996 qui vont faire que la Chine aussi, qui a commencé à faire des progrès économiques, comme nous l'avons vu dans la leçon d'histoire numéro 3, a fait des pas de géant au point de remplacer le Japon dans cette place de locomotive de l'Asie-Pacifique, ou bien de porteurs de croissance, comme on dit, parce que ce sont des pays qui ont des exceptions, comme la réception de ce qu'on appelle des investissements directs étrangers, IDE, investissement direct étranger important, implantation de firmes multinationales importantes, ou bien de firmes transnationales importantes. Donc, en réalité, voici ce qu'il faut retenir au niveau de l'introduction. La Corée du Sud aussi, c'est un des pays qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés d'Asie, ou bien les 4 dragons d'Asie, avec Taïwan, avec Singapour, ainsi qu'avec la Chine, qui ont fait des progrès économiques récents. C'est dans cette partie du monde aussi, il faut le retenir en introduction, qu'on trouve les pays qu'on appelle les jaguars, exemple de Thaïlande et autres, qu'on trouve les tigres, entre autres. Nous allons revenir sur ces notions dans le résumé de la leçon. Donc, voici ce qu'il faut retenir au niveau de l'introduction. En plus de cela, retenir que dans chacun de ces pays, nous trouvons des limites qui font que les gens pensent que les pays-là ne sont pas encore prêts à concurrencer des géants comme les États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour retourner à une partie de l'essentiel de la leçon, c'est une leçon que nous allons dérouler en 2 grandes parties, dont la première porte sur les facteurs d'émergence. En grand 1, nous allons voir les facteurs d'émergence. Pour cette partie, l'objectif pour l'élève à la fin de la leçon, c'est de connaître les facteurs d'émergence de l'Asie-Pacifique. Maintenant, vous aurez l'occasion d'avoir des documents avec des chiffres à l'appui qui vont corroborer ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Vu que c'est une vidéo avec un temps réduit, nous ne pourrons pas donner assez de chiffres, mais vous aurez des supports détaillés sur cela. Parmi les facteurs d'émergence, nous allons noter quelques-uns. Vu que c'est plusieurs facteurs, mais nous allons noter les plus essentiels. La plus essentielle des facteurs qu'on va noter ici, et souvent quand on parle des pays comme la Chine, c'est ce qui frappe à l'esprit, c'est la population. Facteur d'émergence. La première plus-value des pays d'Asie-Pacifique, c'est la population. En introduction, on a parlé du Japon. Nous avons parlé de la Chine. Nous avons parlé de la Corée du Sud. Mais il y a un autre géant qui est en train de faire des pas colossaux vers le développement, c'est l'Inde.
Pourquoi l'Inde? Parce que nous sommes sur l'étude de la population qui constitue un facteur d'émergence. L'Inde parce que l'Inde et la Chine composent à elles seules deux pays qui totalisent environ 4 milliards d'habitants. Environ 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire 1,4 milliard pour la Chine, 1,4 milliard pour l'Inde. 3 milliards d'habitants, je voulais dire, 1,4 million et 1,3 million. Maintenant, cumulé aux autres pays de l'Asie-Pacifique, nous avons 4 milliards d'habitants, environ 4 milliards d'habitants, ce qui fait la moitié ou bien un peu plus de la moitié de la population mondiale. Maintenant, population, vous allez vous poser la question, rime-t-elle avec développement? C'est là que c'est intéressant. Parce que les populations de ces pays-là, quoiqu'étant nombreuses en termes ou nombreux en termes d'effectifs, constituent des populations qui sont jeunes, constituent des populations qui sont bien formées, constituent des populations qui sont imbues de culte de l'intérêt général au lieu de l'intérêt personnel et sont trop polies. Ce qui fait que là, le culte du travail bien fait, le culte du respect de l'autorité, le culte du respect de l'aîné sont des valeurs sûres, des valeurs cardinales sur lesquelles les jeunesses sud-asiatiques se basent. C'est la raison pour laquelle ces jeunes constituent une main-d'œuvre abondante. Une main-d'œuvre abondante qui peut beaucoup apporter, en ce sens que, en introduction, on a parlé des investissements directs étrangers et des firmes multinationales. Ces firmes multinationales qui sont de grandes sociétés qui ont un siège quelque part dans les grandes capitales comme Londres, comme Paris, comme Washington ou New York, mais qui ont des filiales ou bien des représentations partout. C'est l'exemple de Coca-Cola, c'est l'exemple de Sonatel avec France Télécom. La Sonatel qui est une sorte de branche de France Télécom. Donc ces sociétés-là, une fois en Asie-Pacifique, peuvent bénéficier de cette jeunesse de la population pour avoir assez de main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle la plupart des matériaux que nous recevons ici, dans des pays comme le Sénégal, viennent de la Chine, viennent de l'Inde, viennent du Japon, etc. Parce que là-bas, les jeunes sont dynamiques, les jeunes sont employés là-bas et ça réduit le taux de chômage, ce qui fait que les jeunes constituent une importante plus-value. Et rappelez-vous le culte de l'intérêt général, le respect de l'autorité. Ça, c'est la première chose importante qui fait que ces pays-là ont rapidement progressé. La deuxième chose va dans le sens de ce qu'on appelle l'industrialisation. Le deuxième facteur, dans ces pays, il y a eu ce qu'on appelle une industrie à la marche forcée. Pourquoi une industrie à la marche forcée? C'est-à-dire une industrie qui s'est développée à tout prix. Tout à l'heure, on a dit que le Japon était bombardé à Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale, réduit presque à néant. Mais le Japon s'est relevé et a reçu beaucoup d'investissements de la part des États-Unis, de la part de la France, de la part de la Grande-Bretagne, entre autres, qui sont les grandes puissances mondiales vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le Japon a reçu autant d'investissements? Parce que le Japon, comme la Chine, ont intégré dans leur politique ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. Des zones qui sont aménagées essentiellement pour recevoir des industries étrangères ou bien des firmes multinationales. Mais
Pourquoi cette réception a été facile? La réception a été facile, naturellement, parce qu'ils ont permis ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Comparatifs dans le sens de la réduction de la fiscalité. Comparatifs dans le sens de l'autorisation de certaines choses qui ne sont pas autorisées par les normes allemandes, les normes américaines ou bien les normes françaises, surtout en matière de pollution. Un exemple, si vous allez aux États-Unis pour implanter une usine, vous êtes obligé de respecter certaines normes en matière de pollution, en matière de dégradation de l'environnement. Alors que dans des pays comme la Chine, on ne va pas vous imposer certaines choses. Ce qui intéresse surtout, c'est de pouvoir accueillir l'entreprise pour créer des emplois, mais aussi pour créer des plus-values économiques. L'autre aspect, c'est du point de vue de la fiscalité ou du paiement des impôts. Les impôts aussi ne sont pas trop chers à ces niveaux. Donc voici ce qui fait que cette industrie-là a été rapidement accueillie dans ces pays. L'autre aspect, on en a parlé tout à l'heure, est lié à la population. La main-d'œuvre qui est abondante aux États-Unis, en Allemagne, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Il y a beaucoup de personnes du troisième âge, ce qui fait que les industries peinent à trouver assez d'employés. Alors que dans cette partie du monde, les gens n'ont pas ces problèmes. Donc voici deux aspects parmi tant d'autres qui font que l'industrie constitue ce qu'on appelle une plus-value ou bien un intrant, mais une industrialisation qui s'est déroulée à tout prix, qui a été forcée en quelque sorte, comme nous l'avons vu dans le cadre de la Chine, avec ce qu'on appelle la politique du grand bond en avant, mais aussi la politique des 4 modernisations, parmi lesquelles l'agriculture, l'industrie, la défense nationale, ainsi que la recherche scientifique. L'autre facteur d'émergence, parmi lesquels nous allons citer, ou bien les autres facteurs d'émergence, nous allons les résumer en 2 aspects, vont dans le sens du rôle de l'État, la place de l'État. Dans les pays d'Asie-Pacifique, notamment en Chine, qui a remplacé le Japon dans la place de locomotive, dans la place de train qui tire vers l'économie ou bien vers l'émergence. On a vu que l'État joue une place importante. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons des États qui sont des régimes politiques qui sont soit dictatoriales, soit autoritaires, en résumé, qui n'hésitent pas à dicter leurs lois aux populations en cas de besoin, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt économique, pour l'intérêt social, entre autres. C'est la raison pour laquelle l'État joue ici un rôle de dictateur et pas toujours de régulateur comme ça se fait aux États-Unis, où l'État n'intervient que pour réguler et autres. Là-bas, avec les notions de démocratie, de droits de l'homme, les gens se permettent de faire beaucoup de choses. Et comparaison n'est pas raison, mais on peut comparer ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le meurtre d'un jeune noir qui a installé des scènes de violence un peu partout dans le pays, alors qu'en Chine, nous avons vu la révolution qui se passe notamment à Hong Kong, qui a duré des mois, mais qui n'a pas fait bouger l'État d'un iota. Donc c'est pour dire que ce qui est permis par l'État dans les États dits démocratiques n'est pas permis par l'État dans des pays comme la Chine, comme la Corée, entre autres. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur parmi les derniers, c'est les atouts naturels. Les atouts naturels. Les atouts naturels sont non négligeables dans cette partie du monde. Dans cette partie du monde, la nature est très généreuse parce que nous avons des terres qui sont fertiles, nous avons parmi les plus grands fleuves au niveau mondial,
qui ont permis l'installation des barrages qui permettent de pratiquer une agriculture en toute saison. Mais sans oublier que nous sommes dans une zone qui est trop pluvieuse, communément appelée l'Asie des moussons. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des grands pays importateurs de riz au niveau mondial sont des pays qui se trouvent en Asie Pacifique. Donc, en résumé, voici ce qu'on peut noter pour la première partie, qui porte sur les facteurs d'émergence. Et pour récapituler, c'est la population qui est jeune, dynamique, travailleuse et qui veille toujours à l'intérêt général. C'est l'industrie à la marche forcée qui a permis au pays d'accueillir des investissements directs étrangers et des firmes multinationales pour beaucoup de pays dans des zones qui sont aménagées pour cela. C'est le rôle de l'État qui n'hésite pas à dicter ses lois quand l'intérêt national est menacé, l'intérêt économique ou l'intérêt social, mais aussi c'est les atouts naturels, la générosité de la nature, les terres fertiles les plus abondantes ainsi que les fleuves qui sont abondants et qui permettent de pratiquer une irrigation. Ce qui nous permet de lancer la deuxième partie qui porte sur les problèmes ou bien les limites des facteurs d'émergence. Grand 2. On peut intituler cette partie les problèmes des modèles de développement. Les problèmes des modèles de développement de l'Asie Pacifique. Des modèles de développement naturellement parce que nous sommes dans le sens d'une quinzaine de pays avec des modèles qui sont un peu identiques. Là, l'objectif à la fin de la leçon est d'être capable d'appréhender les défis auxquels ces pays sont confrontés du point de vue économique, ou bien l'espace est globalement confronté au niveau économique. Et pour cela, il faut s'intéresser à beaucoup d'aspects. Les problèmes au plan politique, au plan social, au plan naturel, au plan écologique et même au plan économique. Malgré que globalement, presque nous parlons d'économie, parce que nous sommes dans le sens ou bien dans l'étude des facteurs d'émergence. Et qui parle d'émergence, on pense à l'économie. Problème par lequel nous pouvons commencer, l'aspect économique. La plupart des économies d'Asie-Pacifique sont des économies qui sont extraverties, c'est-à-dire qui dépendent de l'extérieur. Ce sont des économies qui sont extraverties. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit que c'est des pays qui ont aménagé des zones économiques spéciales, qui ont reçu des firmes multinationales. Aménager des zones économiques spéciales comme dans le littoral de la Chine ou bien japonais qui ont reçu des firmes multinationales qui n'appartiennent pas à ces pays malgré qu'ils jouent une place importante dans l'économie. Pourquoi maintenant cela constitue
un problème, ou bien un défi, ou bien des contraintes, ou bien tout simplement des limites comme nous l'avons intitulé au niveau du titre. Ça constitue des limites en ce sens que quand une économie est dépendante de l'étranger, notamment des pays qui sont largement ancrés dans la mondialisation, comme les États-Unis d'Amérique, qui sont largement ancrés dans la mondialisation, comme la France ou bien comme la Grande-Bretagne, s'il y a une récession économique quelque part dans ces pays-là qui porte l'industrialisation par exemple, qui porte les investissements, il y aura un ralentissement du secteur parce que ça va forcément impacter sur ce qui se passe dans le pays détenteur des droits d'exploitation. L'exemple a été noté avec le Japon vers les années 96-97, quand il y a eu une récession économique au niveau des États-Unis, il y a eu une récession économique au niveau du Japon et la plupart des entreprises étrangères implantées au Japon n'étaient plus en mesure de respecter leurs engagements. On l'a vu aussi en 2008 avec ce qu'on appelle la crise économique des subprimes liée au crédit hypothécaire à haut risque. Quand les États-Unis ont connu des difficultés économiques, tous les pays qui dépendaient des industries économiques américaines ont commencé à avoir des problèmes. Donc, comme expliqué tout à l'heure, j'ai cité la crise des années 98, juste avant le 21e siècle, la crise de 2008, la première du 21e siècle qui a secoué l'économie mondiale, et la plus récente, celle de l'année dernière. Quand la Chine a voulu exploiter la 5G dans le domaine de la technologie, de la téléphonie, les États-Unis en ont vu une menace et ont commencé à interdire aux États-Unis d'utiliser à la Chine d'utiliser leur système Android, ce qui a un peu bloqué les projets de la Chine dans le domaine de la technologie de la 5G, qui, je rappelle, est en cours de projet ou d'exécution. Mais aussi les problèmes des surtaxes que les Américains ont voulu instaurer sur les produits en provenance des autres pays, notamment de la Chine. L'autre problème, c'est les problèmes politiques. Dans ces pays, souvent, nous avons des pays, dans cette région du monde, nous avons des pays qui sont souvent en conflit. C'est l'exemple de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, de la Chine-Taïwan et de Chine-Pékin, de la Chine et beaucoup d'autres pays qui sont dans la zone, qui ne s'entendent pas sur les démarches politiques et qui sont souvent en rivalité économique. Le cas aussi entre le Japon et la Corée du Sud. La Corée du Nord, autant pour moi, la Corée du Nord pro-russe et le Japon qui est pro-américain. Ça date de la guerre froide, nous y reviendrons ultérieurement. Pour les problèmes toujours politiques, c'est des pays dans lesquels sévissent ce qu'on appelle les dictatures. Il n'y a pas de démocratie. Sur le plan social, nous avons beaucoup de couches de population qui sont vulnérables. Malgré que la population est jeune, elle est en train d'être menacée par un vieillissement, notamment au Japon et en Chine, ce qui a permis à la Chine d'arrêter sa politique de l'enfant unique depuis 2016. Sur le plan naturel, nous sommes dans des zones qui, malgré la générosité des sols et autres, sont des zones très sismiques, avec des tremblements de terre, des typhons, des ouragans, des volcans, etc. Et l'exemple la plus patente, c'est celle de la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011, qui a ralenti complètement l'économie chinoise. Sur le plan écologique, nous avons les problèmes de pollution, avec des pics de pollution dans des pays comme la Chine, notamment dans des villes comme Taïwan, dans lesquelles parfois il y a des nuages de fumée au point qu'on ne peut pas voir à quelques dizaines de mètres. Donc en résumé, voici l'ensemble des problèmes dont les pays d'Asie-Pacifique sont confrontés. Maintenant, pour conclure, nous pouvons dire que l'Asie-Pacifique est constituée d'un ensemble de pays, une quinzaine,
au niveau de vie différents, au PNB et PIB qui ne sont pas trop équilibrés. Mais tous ces pays-là sont des pays dont beaucoup tendent vers l'émergence, en ce sens que c'est des pays qui ont été longtemps portés par le Japon comme locomotive et qui actuellement sont portés par la Chine comme locomotive. Parmi lesquels beaucoup sont en train de s'illustrer, comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme l'Inde, entre autres. Mais des pays qui, malgré ces avancées, connaissent des difficultés sur pas mal d'aspects qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, qui font qu'on parle de limites des facteurs d'émergence. Donc, si vous avez des questions, vous y reviendrez ultérieurement. Merci, à la prochaine.